Bon, on a passé la barre des 150 participants. On va démarrer. Bonjour à tous, je suis Frédéric Rioux. Je suis au marketing chez Schneider Electric et j'ai en charge le programme d'animation My Schneider pour les bureaux d'études, le petit QR code que vous voyez juste à côté de moi. Et avec ce programme, on va vous apporter pas mal d'outils, d'éléments, notamment des webinars comme celui-là. L'idée, c'est qu'on va dédier des webinaires pour vous, bureau d'études ingénierie, pour vous apporter des informations sur la réglementation, sur le dimensionnement, sur les solutions à mettre en œuvre. Alors, attendez juste. Hop. Aujourd'hui, donc on va être ensemble pendant 1h30. On va aborder deux sujets d'actualité avec nos experts, Arnaud et Régis. Dans un premier temps, on va parler des infrastructures de recharge, que ce soit pour être soit conforme avec la loi LOM, la loi d'orientation de mobilité, ou simplement pour répondre aux nouveaux usages. Puis on passera au photovoltaïque, alors évidemment en lien avec la loi d'accélération des ENR, mais on va l'aborder avec l'angle du raccordement sur le réseau public ou privé. Et ensuite, la troisième partie sera avec Benoît sur l'optimisation énergétique et économique de la partie production et consommation. Arnaud, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Alors, si tu peux me passer la main, du coup, Frédéric. Ah, ça ne fonctionne pas. Attends. En fait, il faut que tu ailles sur mon nom. Ah, voilà, c'est bon. Hop là. Donc, ça a dû passer. Tac, voilà. Écoutez, je démarre. Bonjour à tous, Arnaud Lindauer. Je suis business developer e-mobility au sein de l'équipe e-mobility France. Et on va passer une demi-heure ensemble où je vais vous présenter tout ce qui va toucher, je dirais, à la réglementation et les technologies et toutes les solutions que nous sommes capables d'apporter aujourd'hui au niveau de la mobilité électrique. Donc, pour commencer, quelques chiffres clés sur 2022-2023 pour vous donner un aperçu. Vous vous souvenez, le cap des 100 000 points de charge qui avait été prévu par le gouvernement à horizon 2021, du coup, a été passé le 5 mai 2023. Donc, sur cette année-là, on a passé le cap des 100 000 points de charge ouverts au public. À aujourd'hui, on est à 1,4 million de véhicules électrifiés et qui intègrent à la fois des véhicules full électriques et des véhicules hybrides. Et dont, sur cette année-là, 225 000 véhicules, immatriculations de véhicules en full électrique. Ce qui traduit et ce qui illustre tout simplement la transition vers je dis en même temps, excusez-moi, vers la mobilité électrique. Et ce qui représente 43% de croissance par rapport à l'année 2022 sur le full électrique. Un nouvel objectif a été fixé par le gouvernement qui est de 400 000 points de charge ouverts au public à horizon 2030. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que jusqu'à aujourd'hui, les à peu près 110 000 points de charge qu'on compte à peu près à fin septembre, ouverts au public, 90% des points de charge sont de la charge alternative. Ou de la charge alternative, donc soit en monophasé 7,4 ou en 22 kW triphasé. Et après, en termes de chiffres, globalement, le nombre de véhicules électrifiés horizon 2030 serait en France de 5 millions de véhicules électrifiés et à peu près 145 millions au niveau monde, ce qui représente respectivement 13% de part de marché et 7% à l'échelle mondiale. En termes de contexte, alors différents cadres réglementaires, parce qu'aujourd'hui, la mobilité électrique a un impact sur la consommation énergétique des bâtiments. Donc, je vais vous parler rapidement donc, de la loi LOM, du décret tertiaire de par l'impact sur la consommation énergétique, du décret BAX et le projet de loi ENR. L'ARE 2020 et 2022, j'en parlerai pas pour le moment. Alors, au niveau de la loi LOM, donc c'est la loi de la mobilité électrique. Donc, cette loi stipule que dans les bâtiments tertiaires, 5% des places de stationnement doivent être équipées de bornes de recharge et que 20% des places doivent être prééquipées. Au niveau du résidentiel, on est sur 100% de prééquipement.
D'accord? Et donc la deadline fixée par le gouvernement est à fin 2024, donc 1er janvier 2025. Donc il reste à peu près un an, un tout petit peu plus d'un an pour aller dans le sens de la réglementation. Au niveau du décret tertiaire, donc comme je le disais, cette consommation, enfin le fait d'ajouter des bornes de recharge a un impact sur la consommation énergétique des bâtiments. Donc je vais vous parler très rapidement du décret tertiaire. Donc le décret tertiaire qui vise aujourd'hui à réduire la consommation énergétique des bâtiments de 40% à horizon 2030 et respectivement de 50 et 60% à horizon 2040 et 2050. Je vous expliquerai pourquoi un petit peu plus loin dans les slides. Je vous ai parlé du décret tertiaire. D'accord? Et le décret Bax qui lui également donc est un décret qui vise à installer ce qu'on appelle des GTB, hein, des gestions techniques de bâtiments, sur des bâtiments qui ont une superficie d'à peu près 1000 m² et avec une puissance supérieure ou égale à 70 kW. Aujourd'hui, c'est à peu près 600 000 bâtiments qui sont concernés sur le marché français et donc qui sont assujettis à cette loi. Et au niveau du projet de loi ENR, un des derniers décrets donc, qui est paru récemment, hein, qui vise tout simplement à installer des panneaux photovoltaïques sur des parkings supérieurs à 1500 m² où sur cette surface-là, 50% de la surface doit être équipée de panneaux solaires. Donc, qui dit panneaux solaires dit également, bien évidemment, installation de bornes de recharge et, in fine, mixité énergétique avec à la fois du panneau solaire et de l'énergie qui vient du réseau ou qui peut venir également de parcs éoliens dans certains cas. En termes de contexte au niveau de la mobilité électrique, ce qu'on a constaté sur 2022 et les tendances se prolongent aussi sur les années qui arrivent, c'est que 90 à 95% des recharges vont se faire soit à la maison, soit au travail, soit à destination. Le terme de la destination vise des arrêts qui vont durer à peu près une heure et demie à 2 heures. Et 5% des recharges vont se faire en transit, donc c'est entre 5 et 10%. Le transit, c'est tout ce qui va toucher tout ce qui a touché les installations de bornes de recharge rapide, notamment sur les aires d'autoroute. Et in fine, qu'est-ce qu'on constate, hein, comme je vous l'avais dit en préambule, c'est que ces infrastructures de bornes de recharge vont augmenter mécaniquement la consommation énergétique des bâtiments de l'ordre de 40% à horizon 2040. D'accord? Oh, pardon, je vous passe les slides. Donc c'est pour ça que tous ces décrets, l'intérêt, il est évidemment d'assurer un dimensionnement de ces infrastructures de bornes de recharge. Et pour ce faire, on se réfère souvent à la BAC, hein, aux ABAC qu'on peut trouver. Et nous, on se réfère par rapport à cela. Donc comme je le disais, au niveau du résidentiel, donc c'est 100% des places qui doivent être prééquipées. Et en termes de bâtiments, donc non résidentiels, donc par définition tertiaire, c'est 5% de places équipées et 20% de prééquipement. Et qu'est-ce qu'on entend par prééquipement? C'est-à-dire donc ça va être un point de livraison, soit donc l'infrastructure va être raccrochée sur le point de livraison du bâtiment, donc d'où l'intérêt du parce que je vois les codes en même temps, excusez-moi, dont je vous parlais du décret tertiaire, d'accord, qui va avoir un impact finalement sur la consommation énergétique des bâtiments, où on peut avoir également une installation raccrochée sur un point de livraison dédié, délivré par Enedis, où celui-ci alimentera uniquement l'infrastructure de bande de recharge. Et en termes de prééquipement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'installation des fourreux, les chemins de câbles, comme vous voyez, le percement des diamètres pour les gaines de passage de câble de 100 mm. Et in fine, également, tout ce qui va toucher à la disponibilité énergétique qui va pouvoir alimenter cette infrastructure et également de prévoir au niveau des armoires de distribution ELEC l'espace nécessaire pour le prééquipement de ces 20%. D'accord. Et en termes de dimensionnement, en termes de puissance, on va souvent se référer par rapport à cet ABAC qui vient prendre en compte également le coefficient de foisonnement qui est préconisé par Enedis, hein, de l'ordre de 0,4. C'est un coefficient de foisonnement qu'on utilise et qui va vous permettre de définir et de dimensionner la puissance nécessaire à votre infrastructure de borne de recharge, que vous soyez sur un bâtiment résidentiel ou un bâtiment tertiaire. D'accord?
Oh, excusez-moi. Voilà. En termes de réglementation, donc au niveau de la réglementation, il y a aussi des sujets et des grosses discussions au niveau de la réglementation incendie sur les parkings en sous-sol, les parkings souterrains. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on se réfère par rapport au guide PS qui n'a pas encore évolué. Il y a des discussions pour intégrer des évolutions au niveau donc de cette réglementation et pour intégrer les véhicules électriques. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut retenir il y a un niveau de référence qui est défini donc par l'ES10, hein, par les pompiers, un niveau de référence qui va vous permettre d'installer des bornes de recharge à +1 ou -1 par rapport à ces niveaux de référence et qui va également vous dire s'il doit y avoir du sprinklage ou pas. D'accord? Donc aujourd'hui, ça, ce tableau, c'est un tableau récapitulatif c'est ennuyant ce que je vois pardon, excusez-moi, c'est un tableau récapitulatif du guide PS. Et aujourd'hui, ce tableau s'applique sur ce qu'on appelle les parkings donc en ERP ou EGH, donc établissement recevant du public ou les installations grande hauteur. Donc c'est vraiment le guide sur lequel il faut se référer aujourd'hui. D'accord? L'autre réglementation dont on entend parler, c'est une réglementation au niveau de l'URSSAF. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau de l'URSSAF, jusqu'à aujourd'hui, toutes les entreprises qui installent des bornes de recharge dédiées aux collaborateurs, il n'y a pas de déclaration URSSAF en tant qu'avantage en nature à déclarer. C'était le cas, ça avait été prévu d'être mis en place, ça a été retardé et donc ce sera mis en place à compter du 1er janvier 2025. Donc, à compter du 1er janvier 2025, dès que vous aurez des bandes de recharge qui seront installées sur vos bâtiments et à destination des collaborateurs, il faudra obligatoirement faire une déclaration à l'URSSAF des recharges qui seront faites par vos collaborateurs. D'accord? Donc, d'où l'intérêt, et c'est la préconisation hein, que je recommande à chaque fois, c'est d'intégrer des compteurs MID dans les bornes, parce que qui dit compteur MID dit refacturation, et il y a un moment donné, au niveau de la refacturation, il faudra installer ces compteurs et refaire une déclaration à l'URSSAF. Donc, c'est pour ça que je préconise dans la plupart du temps d'intégrer des compteurs MID dans les bornes, mais je vous en parlerai un petit peu plus loin. La dernière réglementation qui va arriver sur le marché français, donc c'est la réglementation AFIR, donc c'est une réglementation qui émane de l'Europe, hein, qui a déjà été déployée dans certains pays européens et qui stipule, on estime sur le marché français qui n'est pas encore déployé, mais qui va l'être, on estime à compter du premier trimestre 2024, que toutes les bornes de recharge, toutes les infrastructures et notamment les bornes de recharge qui ont des points de charge supérieurs à 50 kW devront être équipées d'un paiement, ce qu'on appelle ad hoc, en fait un paiement par solution directe, qui n'a pas besoin d'avoir soit une application pour scanner un QR code, soit un badge d'opérateur de mobilité. Donc c'est vraiment une réglementation qui stipule l'installation de solutions de paiement par carte bleue. Donc ça, c'est la réglementation AFIR qui émane de l'Allemagne, à savoir que l'Allemagne est très précurseur et a un fort pouvoir d'influence au niveau de la mobilité électrique sur tous les marchés, sur tous les pays européens. En termes d'architecture dans le bâtiment, donc comme je vous le disais, aujourd'hui, nous, on ne vend pas que des bandes de recharge, en fait, on vend vraiment une solution de bande de recharge qui vient s'intégrer dans un écosystème de gestion énergétique de bâtiments, et ce, afin de rentrer dans la décarbonation des bâtiments. Donc, chez Schneider Electric, on est segmenté en 3 couches. Donc, sur la première couche, comme vous voyez, la partie produit, donc produits connectés. Donc, ici, on retrouve nos bandes de recharge, donc à la fois des bandes AC et des bandes DC. Sur la couche au milieu, donc on retrouve la partie Edge Control, donc tout ce qui va toucher à la gestion énergétique. Et la dernière couche qui va toucher toute la partie application analytique, et notamment tout ce qui a trait à la supervision d'infrastructures de bandes de recharge notamment. Et typiquement, le type d'infrastructure qu'on est capable de déployer aujourd'hui au sein d'entreprises et de bâtiments tertiaires, c'est exactement le type d'architecture qu'on a pu déployer au sein d'une entreprise dans le Nord. C'est-à-dire, c'est un client qui voulait à la fois avoir des bandes de recharge, à la fois avoir de la gestion énergétique avec PME, du Power Monitoring Expert, une GTB, donc Building Operation, et du Microgrid Advisor. Donc aujourd'hui, notre solution de borne de recharge, on vient complètement l'intégrer dans cet écosystème de gestion énergétique
et également de mixité énergétique via la gestion microgrid. Au niveau de la gamme, donc les différentes gammes, la gamme, on se positionne sur, je dirais, 3 segments. Donc le segment de la maison individuelle, donc où vous allez retrouver donc de la prise connectée qui, d'une manière générale, je dirais, va vous débiter à peu près 2 kW, entre 2 et 3 kW. Une borne de recharge dite résidentielle, donc 7,4 kW, où il va y avoir une croissance exponentielle sur l'année 2024, puisque le gouvernement est venu abonder pour la nouvelle année 2024 le crédit d'impôt de 200 euros de plus. Donc, si bien ça va porter le crédit d'impôt à hauteur de 500 euros. Et au niveau des bâtiments tertiaires et des flottes, donc la partie borne de recharge dite tertiaire, donc la borne de recharge AC, et la borne de recharge dite DC, qui va vous permettre de faire de la recharge beaucoup plus rapide. Et comme vous pouvez le voir ici, au niveau des prises, donc en termes de spécification, ici vous êtes vraiment sur une prise, tout ce qui va toucher de la prise T2, donc la prise classique domestique. Sur la borne de recharge individuelle, vous allez être sur de la prise T2S, que vous allez retrouver également côté véhicule. Sur la borne de recharge dite tertiaire, vous pouvez avoir à la fois les deux, donc à la fois de la borne T2S et de la borne TE. Et sur la borne DC, vous pouvez avoir soit du combo CCS, donc c'est principalement ce qu'on va retrouver aujourd'hui sur tous les nouveaux véhicules, et anciennement du CHAdeMO. Maintenant, peu de véhicules sur le marché français sont équipés de ce type de prise. Majoritairement, maintenant, c'est du combo CCS2. Là, en termes d'usage, donc vraiment l'important à retenir, c'est vraiment l'usage qui va vous permettre de définir votre infrastructure de borne de recharge. Là, en termes d'exemple, j'ai tout simplement voulu illustrer avec différents types de véhicules. Et au final, en fonction des véhicules, vous n'aurez pas forcément les mêmes niveaux de charge, puisque tout va dépendre d'une part de la capacité de la batterie, d'autre part du chargeur qui va être embarqué dans le véhicule, et dernièrement en fonction du niveau de charge auquel vous allez vous charger. Donc c'est vraiment, je dirais, l'usage qui va définir la puissance nécessaire à votre infrastructure de borne de recharge. Donc, d'une manière générale, moi, ce que je préconise et ce que je retiens, c'est qu'une borne qui est installée en 7,4 kW monophasée sur du bâtiment tertiaire, c'est plus destiné à des véhicules qui vont rester à peu près, on va dire, à peu près 8 heures chargées, une journée entre 8 et 10 heures. Et après, sur une borne 11 ou 22 kW, c'est plus destiné, je dirais, à des collaborateurs qui vont rester une demi-journée. Et après, sur des bornes rapides, on est vraiment sur des charges où, là, à ce moment-là, le véhicule, vous allez venir recharger entre 15 et 20 minutes. D'accord. Au niveau de la gamme, Evelink Pro AC. Donc, comme je vous disais, la gamme Evelink Pro AC, donc c'est une borne de recharge qui est destinée au tertiaire, mais également qui peut être installée chez le particulier. Donc, dans le cadre du résidentiel, si toutefois vous avez un collaborateur qui est équipé d'une voiture de fonction et qui doit se recharger à la maison. C'est typiquement le type de borne qui est destiné aussi sur le marché du résidentiel pour les collaborateurs, puisque cette borne-là est équipée d'un lecteur RFID, ce qui vient qu'à domicile, ça va permettre au collaborateur de recharger son véhicule et d'être remboursé in fine par son entreprise, puisqu'il y aura une déclaration au niveau de l'opérateur de mobilité, des transactions qui seront effectuées. Donc, cette borne intègre donc toutes les fonctionnalités. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est sur cette borne-là intègre un protocole OCPP 1.6. Donc, c'est un protocole de communication qui est ouvert. Donc, nos bornes sont interopérables et opérables par n'importe quel opérateur de mobilité. On vient intégrer également donc tout ce qui va toucher le compteur MID, donc tout ce qui est nécessaire à la refacturation, d'accord. Et on vient intégrer également toute la partie protection, donc ce qui est un avantage certain puisque ça va permettre de minimiser les protections qui sont initialement installées dans les armoires de distribution électrique. Et enfin, pour terminer, on est capable donc à résidentiel de prévoir la gestion, ce qu'on appelle TIC, donc la téléinformation client, de faire de la gestion dynamique avec le résidentiel, avec la maison, ou dans le cas où on vient intégrer les bornes de recharge dans une infrastructure, d'intégrer un gestionnaire d'énergie qui, lui, viendra faire de la gestion énergétique. Je vous en parle juste un peu après.
Donc, les différentes formes de pose, hein, vous pouvez soit installer les bornes soit murales, soit sur pied, ou soit venir les intégrer dans une enveloppe métallique de manière simple ou de manière double, ce qui fait que typiquement sur cette photo-là, dans l'enveloppe métallique, vous avez 2 points de charge. D'accord. Au niveau de la gamme DC, donc on a également une gamme DC qui est capable de délivrer du 120 à 180, donc 120 ce qu'on appelle évolutive, donc vous allez pouvoir faire des évolutions par rack de 30 kW, donc vous pouvez très bien démarrer avec une borne qui fait 120 kW et après dans un deuxième temps la faire évoluer vers du 150 ou du 180. Donc c'est une borne de recharge qui est capable de faire de la gestion dynamique entre les 2 points de charge. Donc vous avez 2 points de charge ici et de faire une gestion dynamique par puissance par rack de 30 kW. Donc on arrive sur une gestion dynamique qui est vraiment efficiente et qui est équipé également donc d'un lecteur RFID qui va vous permettre de passer vos badges d'opérateur de mobilité pour que derrière vous puissiez être refacturé via votre opérateur, tout simplement. D'accord? Je regarde l'heure en même temps. Tac. Comme je le disais, au niveau de la gestion énergétique, donc aujourd'hui, la solution, la brique RVE qu'on vend, c'est pas qu'une solution de borne de recharge, on l'intègre vraiment dans un écosystème de gestion énergétique du bâtiment. Et comme je vous le disais en préambule, et notamment vis-à-vis du décret tertiaire, où on vise, le décret qui lui vise à réduire la consommation énergétique des bâtiments, ou paradoxalement, derrière, on va venir potentiellement rajouter de la puissance liée aux bornes de recharge. Donc, nous, on a une solution qui s'appelle EcoStructure EV Charging Expert qui va vous permettre de faire de la gestion énergétique de votre infrastructure, donc de manière soit de la gestion énergétique dite statique ou dynamique. D'accord? Donc, la statique, très simplement, on va venir prendre en compte, vous allez typiquement sur cette infrastructure-là, on va aller définir un seuil dans le gestionnaire d'énergie parce que vous allez être capable d'identifier la puissance qui est dédiée à votre bâtiment, par exemple, et la consommation adéquate. Et le delta, eh ben, vous allez définir un seuil dans le gestionnaire d'énergie, et c'est ce qu'on va appeler une gestion statique. Et quelle que soit la consommation finalement du bâtiment, vous aurez toujours la même puissance qui sera délivrée à votre infrastructure de borne de recharge. D'accord? Dans le gestionnaire d'énergie, on est venu intégrer également la borne d'essai, si bien que sur un site tertiaire, vous êtes capable de faire de la mixité entre de la borne AC 7,4 kW jusqu'à 22 kW triphasée et en intégrant une borne d'essai. Donc notre gestionnaire d'énergie est capable d'intégrer également ce paramètre à la fois de AC et de DC. Et l'autre gestion, qui est une gestion qui est beaucoup plus efficiente et qui aujourd'hui doit représenter à peu près 90 à 95% de nos ventes, c'est une gestion dite dynamique où cette fois on va venir prendre en compte la consommation énergétique du bâtiment. D'accord? Donc c'est-à-dire qu'en fonction de la consommation énergétique du bâtiment, la centrale de mesure que vous voyez ici va venir réguler tout simplement la gestion, la puissance qui va être délivrée à votre infrastructure de borne de recharge. Donc c'est vraiment une gestion qui est plus efficiente parce qu'à certaines périodes de la journée, vous allez peut-être avoir une consommation du bâtiment qui va diminuer et ça permettra de reventiler le delta à votre infrastructure de borne de recharge et in fine, recharger vos véhicules un peu plus rapidement. D'accord? Donc, comme je le disais également au niveau des réglementations, donc il y a la réglementation AFIR qui stipule que le paiement dit ad hoc, donc un mode de paiement direct, donc via carte bleue, va être obligatoire sur le premier trimestre 2024 sur le marché français et pour tous les points de charge supérieurs à 50 kW. Mais on se rend compte aujourd'hui que c'est une demande qui émane de plus en plus de clients d'avoir une infrastructure où chaque EV driver, chaque électromobiliste puisse payer avec sa carte bleue sans forcément avoir un badge d'opérateur de mobilité, etc. Donc, nous, chez Schneider Electric, on a développé la solution qui s'appelle Evelink ProPay. Donc, c'est tout simplement un kiosque de paiement que vous voyez ici, sur lequel vous allez pouvoir régler, vous allez pouvoir payer vos recharges, soit avec votre carte bleue avec un paiement sans contact, soit avec votre téléphone portable, soit avec Apple Pay ou Google Pay.
La chose à retenir, c'est que dans tous les cas, le terminal de paiement, donc notre solution Evelyn ProPay, doit être connecté ce qu'on appelle un back-end, donc à un opérateur de mobilité, puisque c'est lui qui va aller agréger toute la data, toutes les données finalement financières du prix du kilowattheure, peut-être aussi en fonction de la saisonnalité, etc. Donc, dans tous les cas, il faudra que les transactions financières passent par l'opérateur de mobilité. Donc, ce n'est pas une solution, ce qu'on appelle standalone, c'est une solution qui va dépendre d'un opérateur de mobilité, donc d'un back-end. Donc voilà typiquement la solution qu'on a présentée en Allemagne. Donc voilà ce que ça va, ça ressemble. Donc c'est une coque, hein, de bande de recharge dans laquelle on est venu intégrer le terminal de paiement. On est venu conserver le lecteur RFID qui va permettre à la fois de faire du paiement soit par carte bleue, comme je le disais, soit par téléphone portable, Apple Pay ou Google Pay, ou avec le badge d'opérateur de mobilité. Et donc, c'est une solution où vous allez pouvoir aller intégrer. Il y a pas je dirais, il y a pas d'infrastructure type, mais on peut venir intégrer entre une borne, 10, 15, 20, 50 ou 100 bornes. C'est du soft, hein, in fine. Après, l'idée quand même, c'est que les électromobilistes ne cherchent pas le terminal de paiement, le kiosque de paiement, et qu'il soit accessible assez rapidement. Donc, c'est pour ça que nous, on va le préconiser d'installer un ProPay tous les 10 à 15 bornes. Et pour terminer, la dernière solution, donc chez Schneider Electric, on est aussi éditeur de soft. Donc, comme je vous l'avais montré sur les trois couches, donc on revient au basique, hein. Donc, la première couche où vous voyez tous les produits connectés. La deuxième couche où je vous ai parlé de la gestion d'énergie. Donc, dans un bâtiment tertiaire, si vous voulez faire de la gestion soit statique, soit dynamique. Et la dernière couche qui va être la couche de supervision. Donc, ça va être un superviseur qui va vous permettre de superviser votre infrastructure de bande de recharge. Et chez Schneider Electric, on est éditeur de soft et le logiciel, il s'appelle EV Advisor. Donc, c'est un logiciel qui s'adresse aujourd'hui à deux typologies de clients. Donc, soit à un CPO, ce qu'on appelle un Charge Point Operator, donc un opérateur de mobilité. Donc, un opérateur de mobilité qui va vouloir se lancer sur le marché de la mobilité électrique. Et on est capable, nous, aujourd'hui, de lui fournir le logiciel, donc notre logiciel EV Advisor, ou pour un autre profil de clients qui souhaitent eux-mêmes superviser leur infrastructure de bande de recharge sans passer par un opérateur de mobilité. Et à ce moment-là, on est capable de déployer notre solution EV Advisor pour un client qui peut-être va avoir, je ne sais pas, moi, 100, 200, 300, 400 bornes réparties en France ou en Europe, puisqu'il aura un seul logiciel. C'est une solution qui est en SaaS, hein. Et donc, cette solution-là lui permettra de superviser et de contrôler toutes ces infrastructures de bornes de recharge sur le territoire français et même européen. Donc, c'est la solution, je dirais, la dernière couche, hein, de chez Schneider Electric qu'on est capable d'apporter à la fois aux clients finaux et à la fois aux charge point opérateurs. Et voilà ce que je disais. Donc, voilà ce que ça va permettre aujourd'hui, donc de faire toute la supervision, tout ce qui est maintenance et notamment donc tout ce qui va toucher aux gestions d'accès, les autorisations et plus particulièrement ce qui est après d'intéressant, hein, c'est tout ce qui est tout ce qui touche à la facturation. C'est surtout ça. Donc, ça va éviter typiquement pour un client final de passer par un opérateur de mobilité. Certains clients préfèrent eux-mêmes superviser leur installation, hein, ce qui peut avoir du sens, hein. Donc, si bien qu'ils vont internaliser la solution et on leur met à disposition notre brique, hein, notre brique soft EV Advisor. Donc, pour moi, c'était terminé. Et je passe la parole à Régis maintenant. Bonjour à tous. Attends, J'attends de récupérer la main. hop, c'est bon. Voilà, c'est bon. Donc l'idée, c'est de vous donner un éclairage sur les conditions de raccordement d'une installation de production photovoltaïque. Donc un raccordement qu'il soit sur le réseau interne, mais aussi des outils pour instruire les demandes de raccordement côté distributeur, côté réseau public. Donc n'hésitez pas à interagir comme vous l'avez fait dans le chat. On reprendra à la fin les questions et on pourra y répondre de façon personnalisée. Donc déjà les enjeux, première chose, une hausse de la consommation avec l'électrification des usages, ce que vous constatez tous.
Et ensuite, le fait d'avoir une production intégrée dans les installations va permettre une baisse, ou en tout cas, au niveau du réseau, le fait de limiter les investissements dont le coût est important et la temporalité est longue. Il faut être conscient qu'avec la hausse des consommations, le réseau public doit s'adapter, il ne peut pas le faire instantanément. Donc pour ça, l'autoconsommation est une réponse, ou la production chez les clients. Donc la conséquence de tout ça, c'est un dimensionnement, un équilibrage à réaliser vis-à-vis du réseau public. Concernant les conditions de raccordement, on distingue 3 segments. Le segment anciennement tarif bleu, dont on parlera peu en fait, qui va concerner plutôt l'habitat et le petit résidentiel, le segment PME tarif jaune et le segment tarif vert, qu'il soit en HTA, donc jusqu'à 20 kV ou au-delà de 20 kV, en HTB 63, 90 ou 225 kV, ce qu'on retrouve chez certains gros clients institutionnels. Nous avons 3 segments de marché: le résidentiel, inférieur à 9 kW crête, les toitures et ombrières en non résidentiel, qu'on va classer en 3 sous-catégories: les toitures moyennes de 9 à 100 kW, les grandes toitures entre 100 et 250 kW, et les très grandes toitures de 250 kg à plus d'1 MW. Puis on va avoir les installations dites centrales, qui elles sont principalement dédiées à l'injection directe réseau, qui produisent 1 MW ou plus. Concernant la topologie des segments de marché, au niveau de la gestion en autoconsommation, production, consommation, le tertiaire et l'industrie ont une consommation et une production qui peut être relativement synchrone, c'est-à-dire qu'on a la capacité, par exemple, à gérer des utilités et à les faire consommer quand on a de la production photovoltaïque. Le résidentiel est peu synchrone. On consomme le matin, quand il y a peu de soleil, on consomme le soir, suivant la saisonnalité. Les bâtiments collectifs, on les retrouve au niveau des îlots urbains et on peut avoir des opérations d'autoconsommation collective qui permettent d'avoir une synchronisation entre consommation et production. Et on a un cas spécifique qui est ce qu'on appelle les ZNI, zones non interconnectées, qui elles, globalement, sont gérées par des solutions de stockage. C'est le cas des systèmes insulaires. Le marché de la production photovoltaïque est attendu en forte croissance, puisqu'aujourd'hui on a 16 gigawatts d'installés et d'ici 2028 on attend une croissance de 20 à 28 gigawatts, sachant que l'objectif en 2050 c'est d'avoir déplacé plus de 100 gigawatts. Le cadre légal. Aujourd'hui, il y a eu une loi qui a été adoptée en février 2017, proposée déjà en 2016, qui permet une facilitation de l'autoconsommation d'électricité. Ces dispositions législatives, elles permettent de faciliter le développement de l'autoconsommation et permettent aussi d'encadrer la notion d'autoconsommation collective. Donc l'ordonnance, elle prévoit plusieurs choses. C'est l'obligation pour les gestionnaires de réseau de faciliter les opérations d'autoconsommation, qu'elles soient individuelles ou collectives, ce qui était un peu rendu complexe parfois avec un arsenal législatif avant cette loi. L'établissement au niveau de la CRE, donc la Commission de régulation de l'énergie, d'une tarification d'usage du réseau, qui est assez adaptée aux installations en autoconsommation et qui permet de tenir compte du fait que quand on autoconsomme, on utilise moins les réseaux publics, donc il y a une adaptation du tarif du TURP. Et la dérogation pour les installations de petite taille injectant le surplus et qui ne peuvent pas bénéficier d'un tarif d'achat sur l'électricité injectée, d'être attaché à un périmètre d'équilibre. Concernant l'autoconsommation collective, elle est considérée collective lorsque plusieurs producteurs ou consommateurs finaux sont multiples. Dans ce cadre-là, ils doivent se regrouper au sein d'une association de quartier ou une coopérative et qui permet dans ce cas-là de s'assurer du caractère de proximité sur le réseau électrique, sachant que les points de soutirage et d'injection doivent être situés en aval d'un même poste de transformation HTA-BT. La loi d'accélération de la production d'énergie renouvelable, notamment l'article 40 de mars 2023, concernant la solarisation des parkings, permet globalement d'imposer plusieurs choses. Donc les développements de raccordement en autoconsommation vont être multipliés puisqu'on a l'obligation de solariser 50% de la surface des parcs de stationnement supérieure à 1500 m², soit environ 80 places. D'ici 2026, tous les parkings supérieurs à 10 000 m² devront être réalisés. Et d'ici 2028, tous les parkings entre 1500 m² et 10 000 m².
L'impact direct, c'est le développement des ombrières qui sont raccordées en autoconsommation pour la plupart, avec des sanctions si ces ouvrages ne sont pas réalisés. La deuxième partie, c'est l'obligation de couvrir les toits sur les immeubles non résidentiels, qu'ils soient neufs ou en rénovation, et avec des délais pour 2025 concernant le neuf, c'est une obligation, et ensuite un barème dégressif jusqu'en 2027-2028. Tout d'abord, la terminologie avant d'aborder un cas de figure sur l'autoconsommation et l'autoproduction. L'autoconsommation, c'est le fait d'avoir une installation photovoltaïque qui produit de l'électricité, qui est consommée par exemple par la maison en habitation. Si l'installation photovoltaïque produit trop, l'électricité est réinjectée sur le réseau. L'autoproduction, la maison consomme de l'électricité qui provient de l'installation photovoltaïque. Si l'installation ne produit pas suffisamment, la maison va importer l'électricité du réseau public de distribution de transport. Sachant qu'il est possible de ne pas injecter dans le réseau public par deux dispositions, soit on bride les onduleurs, on reviendra après sur les dispositifs, soit on dimensionne l'installation photovoltaïque sur une puissance inférieure à la consommation. Dans ce cas-là, il n'y aura pas de risque d'injection dans le réseau public. Alors, quelques points clés qui sont issus du document qui oriente les raccordements Enedis sur l'orientation du schéma élémentaire de raccordement. Tout d'abord, est-ce qu'il y a de la consommation sur le site, sur le même poste de livraison? Oui ou non? Ensuite, est-ce que le site est préexistant, c'est-à-dire est-ce qu'on peut bénéficier d'un point de livraison existant pour y mettre de la production? Non, le site n'est pas préexistant. Oui, il a de la consommation. Oui, il est uniquement en production. Oui, c'est déjà un site de consommation et de production. Le troisième point, c'est est-ce qu'on compte injecter sur le réseau public de distribution la production, que ce soit du surplus ou une injection nette? Ensuite, quelles sont les modalités de valorisation éventuelle de la production? Aucune. En surplus, c'est-à-dire ce qu'on a en surplus de production, on le vend dans le réseau. Ou en totalité, on est en injection directe. Et enfin, est-ce qu'il y a de la présence de stockage? On a de plus en plus d'installations dans lesquelles on a des dispositifs de stockage, par exemple par batterie stationnaire. Quelques fonctions de comptage, les trois principales qui sont abordées au niveau du distributeur et qu'il est nécessaire en fait de renseigner dans les schémas types. La première, S, c'est le soutirage, c'est-à-dire qu'on va compter uniquement ce qui est soutiré du réseau public de distribution en énergie active ou réactive vers l'installation client. La deuxième fonction, c'est la production, c'est-à-dire on va déterminer les opérations de comptage de l'énergie active produite en sortie de l'installation de production. Et E, c'est l'export, c'est ce qui va sortir vers le réseau public de distribution. Vous allez voir dans les cas suivants, en fait, la distinction entre production et export. On peut très bien avoir une installation de production qui est raccordée sur un point de livraison existant et dont on valorise uniquement la production en sortie, c'est-à-dire que le tarif de production est meilleur que le tarif d'achat de consommation, ce qui permet de valoriser au producteur uniquement la production. Donc, je vais vous présenter 4 figures qui sont les 4 cas majoritaires de raccordement. Le premier qui est l'injection en totalité, c'est-à-dire qu'on a une installation de production qui a un compteur qu'on va dire 4 cadrans qui va mesurer le soutirage et la production. Donc dans ce cas-là, on n'a pas de consommation ou uniquement les auxiliaires. Le site n'est pas préexistant. On injecte la totalité de l'énergie sur le réseau public de distribution. On valorise en totalité la production. Il n'y a pas de présence de stockage. Le deuxième cas, c'est l'autoconsommation avec valorisation du surplus. Donc dans ce cas-là, on a un compteur 4 cadrans qui permet de voir la consommation et la production. L'installation consomme. La production vient en déduction de ce qu'on consomme et on peut même réinjecter dans le réseau. Donc le compteur situé au niveau du point de livraison voit deux flux, un flux de consommation et un flux de production. C'est le cas du Linky par exemple en habitat. Ensuite, l'autoconsommation sans valorisation du surplus. Donc dans ce cadre, on a uniquement un compteur de soutirage et on est sur une production qui sert uniquement à alimenter la consommation. Donc dans ce cas-là, soit on a un bridage, soit la production est inférieure au dimensionnement de la consommation. Et le dernier cas, c'est ce qu'on appelle le raccordement indirect ou hébergeur-hébergé.
c'est-à-dire que l'installation de production est mise sur un point de raccordement existant. Elle est valorisée à un tarif qui est différent du tarif d'achat de consommation. D'où le compteur de production qui est à l'intérieur de l'installation et qui permet de valoriser à un tarif différent de celui de consommation. Donc dans ce cadre-là, la production bénéficie du point de livraison existant. Concernant les démarches administratives, le premier point qui est important et qui est souvent négligé, c'est que toute production doit être déclarée au gestionnaire du réseau de distribution ou au gestionnaire du réseau de transport, suivant le niveau de tension sur laquelle elle est raccordée. Le code de l'énergie le reprécise. Tout client installateur commercialisateur d'installations participant à une opération d'autoconsommation déclare leurs installations de production au gestionnaire au titre du code de l'énergie. C'est extrêmement important puisque toute installation qui ne serait pas déclarée est considérée comme inconnue et donc derrière peut subir une mise en conformité. Concernant les démarches à réaliser auprès du gestionnaire de réseau, la première chose, c'est de réaliser soit une déclaration d'autoconsommation sans injection, soit une demande de raccordement s'il y a injection dans le réseau public de distribution, puisque dans ce cadre-là, vous rentrez dans la case producteur. Ensuite, il y a l'instruction du dossier par le distributeur après complétude, avec les éléments techniques et administratifs. Le résultat du dossier, accepté avec ou sans proposition de raccordement, si les travaux sont nécessaires, ou une demande de pièces complémentaires. Le cas particulier pour le réseau public de transport, c'est qu'inférieur à 12 MW, le statut reste consommateur. Dans tous les cas, dès que la production est couplable, dès qu'on déverse 1 watt sur un réseau, même sans export, elle doit être déclarée compte tenu de la notion de bidirectionnalité du réseau public de distribution ou de transport. Concernant les impacts côté réseau public, alors c'est une question qui revient beaucoup aujourd'hui, comment on gère le découplage? Donc tout d'abord, il faut bien rappeler qu'un réseau électrique, c'est un réseau qui est bidirectionnel, c'est-à-dire qu'on est un transformateur HTA-BT qui soit élévateur ou abaisseur. Toute production sera évacuée vers l'amont lorsqu'il y a un défaut. Donc l'idée, pour permettre le fonctionnement du réseau, c'est que dès qu'il y a une anomalie sur celui-ci, l'installation doit comporter une protection qu'on appelle protection de découplage, qui va supprimer la marche en parallèle. Ceci pour apporter 3 bénéfices. Déjà, pour que lorsqu'il y a un ouvrage en défaut sur le réseau public, il n'y ait pas un maintien sous tension. Ça, c'est la sécurité des personnes. On imagine un travailleur sur des lignes aériennes ou des lignes souterraines, il pourrait être alimenté par un ouvrage présent chez un client pendant un court temps compte tenu du déséquilibre production-consommation, mais ça peut provoquer une source de tension. Ensuite, pour éviter ce qu'on appelle une marche à l'équilibre sur un départ haute tension, c'est-à-dire que l'installation d'un client privé ne vienne pas alimenter à une tension ou une fréquence anormale d'autres clients alors qu'un départ HTA a déclenché au poste source. Et ensuite, pour permettre aux automatismes de reprise de service, c'est-à-dire aux automatismes de renclenchement dans les postes sources HTB, HTA, de s'effectuer dans des conditions habituelles et pour permettre de garantir la continuité de qualité de service aux autres clients. Donc, en lien sur la présentation que vous aurez après, vous avez le référentiel Enedis qui décrit parfaitement les conditions de raccordement. Concernant les règles de choix de protection de découplage, donc inférieur à 250 kVA, c'est-à-dire tarif bleu, tarif jaune, sur un onduleur en photovoltaïque, les protections de découplage intégrées aux onduleurs et conformes à la DIN VDE permettent de satisfaire aux besoins du distributeur, moyennant une attestation administrative. Supérieur ou égal à 250 kVA en considérant toutes les productions sur le site, la mesure de la tension est obligatoire en HTA ou en HTB et au point de raccordement. Vous avez le logigramme ici qui définit les protections de H1 à H5 concernant leur choix. La principale différence entre les protections est liée à leur sélectivité et à la puissance des productions. Les plus courantes étant H1, H2 ou H3.1. H1 étant une protection instantanée, H2 une protection temporisée sur la tension homopolaire en cas de défaut isolement sur la rame du poste source. H3.1 qui, elle, comportera une dérivée de fréquence dans le temps pour être plus sélective. H4, c'est du télédéclenchement avec un téléasservissement, c'est-à-dire qu'on surveille la position du départ au poste source et on vient découpler automatiquement dès qu'il y a une ouverture du départ HTA au poste source, la production clientèle. Et H5, c'est une protection sur départ dédié. Donc on retrouve sur la figure le poste source, le réseau public,
l'installation du client, la protection d'abonnés C1300 et la source autonome. Donc le but de la protection, c'est de découplage, d'assurer la séparation de la source autonome pour éviter la réalimentation du défaut sur le réseau public. Donc pour ça, on agit sur un organe de l'installation en mesurant au niveau du point de livraison les constantes, qui sont tension ou fréquence. Donc voici quelques éléments d'un plan de protection coordonné. On va retrouver le poste source, un transformateur de distribution publique, une installation client en haut. Et on voit bien qu'en fait, la notion de protection de découplage, elle se joue à tous les niveaux. Elle va jouer chez le particulier au niveau du point de branchement des protections du générateur, au niveau du poste de raccordement du quartier HT-BT et sur les clients raccordés en tarif vert au niveau de leur protection découplage, d'où l'intérêt de la protection de découplage dédiée au niveau des tarifs verts qui, elle, va permettre une séparation autonome. Donc quelques points particuliers sur la protection de découplage. Sa position dans l'installation, elle est unique. Quand elle est externe, la protection de découplage en tarif vert, elle est située dans le poste de livraison. Et il y a une seule protection de découplage qu'on vient asservir aux différentes productions qu'on peut avoir, du photovoltaïque, du diesel, de la cogénération. Et en cas de plusieurs points de livraison, il y a autant de protection de découplage que de points de livraison. Ensuite, la mesure de tension. Cette mesure de tension, elle doit être réalisée au niveau du point de livraison, c'est-à-dire en amont du disjoncteur général ou en amont en comptage basse tension de la protection fusible. Ça veut dire que certains clients qui sont en comptage basse tension auront peut-être la nécessité de rajouter une cellule mesure tension. D'où la difficulté avec des tableaux qui aujourd'hui sont en technologie AIS, par exemple le SM6 pour Schneider Electric, qui peut engendrer un passage sur un tableau de type RM6. Concernant l'appareil de découplage, celui-ci peut être placé en interne de l'installation et il peut y en avoir plusieurs. C'est-à-dire que globalement, vous prenez le cas d'un centre hospitalier, il n'y a pas d'intérêt à aller mettre de déconnecter l'ensemble du site hospitalier. Il faut mieux déconnecter l'installation de production uniquement. Donc ça nécessitera un asservissement entre le point de livraison et l'organe de découplage qui peut être un interrupteur, un disjoncteur à contacteur et dont on préconise très fortement le fonctionnement à minima de tension, donc avec des bobines à manque de tension. Et l'action de découplage doit être transmise en filaire, donc elle doit être constituée d'un câble dédié sans point de coupure accessible. Il y a beaucoup de débats autour des fibres optiques. Tout ça est soumis à l'appréciation des centres, soit des distributeurs, du distributeur national Enedis, soit des régies, sachant que si on prend la réglementation, elle est claire, cela doit être constitué par un câble dédié entre le relais situé au poste de livraison et les actionneurs. Si certains d'entre vous travaillent sur des installations raccordées au réseau public de transport, ce qui peut être le cas de certains sites industriels, certains sites historiques qui ont conservé un branchement 63, 90 ou 225 kV pour des conditions de puissance ou de qualité de tension sur le réseau ou de continuité de service, deux cas sont possibles. Si les productions sont inférieures à 12 MW, dans ce cas-là, le plan de protection est simplement adapté pour assurer le découplage de la production. Il y aura des études complémentaires à mener avec ce qu'on appelle des fiches producteurs pour confirmer les capacités constructives de l'installation, à tenir sur une variation de fréquence, une variation de tension, à être capable de produire ou d'absorber de la puissance réactive. Ça, c'est le cas le plus simple. Ensuite, dans le cas de production supérieure à 12 MW sur le site, dans ce cas-là, il y a le passage en catégorie producteur. Il faut gérer le neutre HTB, c'est-à-dire que globalement, il y a un plan de protection homopolaire à mettre en œuvre. Ensuite, il y a un plan de production producteur car le client devient actif sur le réseau et non passif. Et il y a des études complémentaires à mener avec des fiches producteurs. Ces études mèneront ensuite à des mesures qui permettront aux gestionnaires du réseau public de transport, c'est-à-dire RTE, de valider la convention de raccordement et d'exploitation en producteur. Dans les deux cas, l'adaptation du contrôle commande est souvent nécessaire. Il est souvent imposé par le RTE dans ses conventions de raccordement et d'exploitation de disposer d'une consignation d'état avec une précision à 20 millisecondes, d'où l'intérêt de mener certains travaux en général sur le contrôle commande. Côté réseau privé, il y a un impact sur les modes de raccordement. On va distinguer principalement trois modes de raccordement.
On vient se raccorder sur des TGBT existants. Ce sont des investissements qui sont assez limités, avec une simplicité d'exécution. Le principal inconvénient, c'est que la puissance d'injection est limitée. Il faut faire attention au plan de tension, puisque toute production connectée vient faire monter le plan de tension. Donc à voir en fonction de la consommation qui est présente sur les TGBT, mais on peut se retrouver avec une tension haute. On en reparlera après sur le dimensionnement des conducteurs en alternatif. Et ensuite, l'action de la protection de découplage, elle est répartie en plusieurs points, ce qui va nécessiter dans l'installation de créer des liaisons entre les organes de découplage dans chaque TGBT et le point de livraison principal. Donc la possibilité de disposer de fourreaux et de la capacité aussi à passer des conducteurs dans des fourreaux existants. Alors là, on a une petite erreur puisqu'on n'est plus en basse tension, on est en coupure d'artère au niveau du titre. Donc globalement, l'idée, c'est d'insérer un poste d'élévation dans une boucle client existante. Donc les investissements sont assez limités. La simplicité d'exécution avec la continuité de service, on s'insère dans une boucle en coupure d'artère. On retrouve l'intérêt principal, c'est une injection unique sur un point qui permet de maîtriser le plan de tension en fait en HTA. Et en cas de besoin de régulation, ça permet d'agir en un seul point. Le dernier point en raccordement, c'est de créer une antenne dédiée depuis un poste de livraison idéalement pour l'action de découplage ou depuis un poste de transformation. L'intérêt, c'est qu'on va injecter en un seul point. La maîtrise du plan de tension est plus simple si on doit réguler, puisqu'on vient réguler sur un seul point d'injection. L'action de la protection de découplage, elle est unique et elle peut se faire depuis le poste de livraison, donc ça veut dire une liaison filaire assez simple. L'inconvénient, c'est que ça peut nécessiter une consignation au point de livraison pour intégrer une nouvelle cellule départ et l'infrastructure d'un câble HTA dédié, donc un génie civil assez important. Concernant l'impact du point de vue basse tension, la première chose sur la structure des tableaux basse tension, c'est de bien maîtriser la température des enveloppes, puisqu'en fait, la production solaire a une particularité, c'est qu'entre 11h et 16h, on peut avoir une production maximum. Donc on va se retrouver avec des températures et des enveloppes basse tension qui vont être mises en contrainte. Donc on préconise d'éviter le foisonnement, de bien considérer que les installations sont à pleine charge à 100% et de ne pas foisonner. Ensuite, toute adjonction de production, comme on l'a rappelé tout à l'heure, en un point de raccordement, on va élever la tension. Donc, pour maîtriser cette élévation, l'impédance de raccordement qui va engendrer donc non pas une chute de tension, mais une élévation est à considérer. C'est pour ça que le guide UTE C15412, pour ceux d'entre vous qui le connaissent, recommande de limiter à 1% cette chute de tension pour éviter que les protections internes des onduleurs passent ce qu'on appelle en protection à maximum de tension. Protection dite d'élévation de tension. Donc, il convient d'apporter une attention très importante sur le dimensionnement des conducteurs AC au niveau des onduleurs. Concernant les règles de dimensionnement sur le réseau haute tension, il peut être nécessaire de prévoir un jeu de transformateur de courant dédié sur le disjoncteur général C1300 pour permettre un dispositif zéro injection. C'est-à-dire le dispositif zéro injection, c'est un bloc PID qui est mis dans un régulateur qui va permettre d'agir au niveau des onduleurs pour leur faire réduire leur puissance afin d'éviter de débiter dans le réseau du distributeur. Ensuite, il peut être nécessaire de réaliser une étude d'évacuation avec le transformateur abaisseur existant puisque sa fonction d'élévation peut être sollicitée. C'est-à-dire que globalement, on peut utiliser un poste de transformateur existant qui servait à alimenter des consommateurs pour réinjecter sur une boucle de tension. Ça peut nécessiter, avec l'outil étape, Frédéric le présentera tout à l'heure, de faire un plan de tension particulier. Et le troisième point qui est important dans tous les sites qui ont une nécessité de continuité de service, c'est de manager les sources autonomes existantes. C'est-à-dire, vous avez un groupe électrogène qui assure du secours. L'idée, c'est d'assurer la déconnexion quand vous êtes îloté, c'est-à-dire quand l'installation est alimentée par les groupes électrogènes, de ne pas venir mettre la production PV en surplus. Le risque, ce serait de déséquilibrer la fréquence de la centrale, un groupe électrogène, par des variations importantes liées à la production solaire. Tout ça, ça nécessite une étude particulière. Un point important, ce sont les transformateurs solaires. Aujourd'hui, compte tenu des obligations réglementaires et des spécificités de dimensionnement, nous avons développé un transformateur dit solaire qui permet en fait, avec un derating, donc avec un dimensionnement particulier, de permettre une génération PV pendant toute la journée avec des cycles thermiques prononcés et un stress. Comme je vous le disais, entre 11h et 16h, la production est au maximum.
Ensuite, on a minimisé le courant d'enclenchement dans le dimensionnement de ce transformateur. Ça permet de limiter les perturbations réseau à l'enclenchement. Certains transformateurs peuvent être imposés avec un écran électrostatique. C'est le cas de certains fabricants d'onduleurs comme Sungrow ou Huawei. On peut avoir aussi un surisolement, une surisolation des enroulements basse tension demandés. Et ensuite, au niveau des enveloppes, l'idée pour la règle d'intégration, c'est d'avoir une enveloppe IP00 avec un enfermement du transformateur dans le poste solaire pour permettre de limiter, de faciliter sa ventilation, mais aussi de limiter l'intégration, la taille dans les postes. Voici un diagramme en fait sur lequel on voit la puissance nominale de dimensionnement du transformateur et on va lui faire admettre entre l'heure du midi et le milieu d'après-midi une certaine surcharge qui est admissible par le transformateur, à peu près pendant 6 heures par jour. Sachant que le transformateur a un cycle où il se repose la nuit. Donc on considère que le transformateur accepte cette surcharge, le cycle solaire, pendant quelques heures par jour. Ça nécessite de bien assurer la ventilation dans la conception des postes de transformation. Donc la capacité thermique du transformateur est augmentée et l'équilibre entre le jour et la nuit permet de conserver sa durée de vie. Dans le cadre de préétudes sommaires, voici ce qu'il est important comme document de disposer. Le synoptique unifilaire HTA pour permettre de visionner les modalités de raccordement. Le plan de masse avec les passages des différentes liaisons et les fourreaux qui pourraient exister à disposition. Les conventions de raccordement et d'exploitation avec le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité. L'étude de sélectivité des protections HTA si elle existe. L'analyse fonctionnelle du contrôle commande GTE, GTB ou de la centrale groupe électrogène s'il y a une source autonome, et l'architecture GTB, GTE existante. Donc si je vois quelques textes normatifs à connaître pour la conception, donc côté installation, la 15400 pour le découplage, la 1500, 1300 pour les raccordements au réseau public, la 13200 pour les réseaux internes, et l'ensemble des normes côté PV avec le guide C15-711 qui permet de résumer les conditions de mise en œuvre. Donc voici en résumé les solutions sur lesquelles nous sommes capables d'apporter une proposition de valeur, le raccordement HTB, le raccordement HTA du poste source jusqu'à la production ou consommation client. On a la possibilité, donc sur les installations de production, d'aller sur des niveaux de tension de 400, 600, voire 800 volts, avec des protections basse tension fusibles. C'est tout récent. Ensuite, mon collègue Benoît y reviendra sur la partie management de source. Et pour finir, je vais laisser la main à Frédéric qui présentera la partie logicielle et la suite logicielle de dimensionnement. Et on se retrouve tout à l'heure pour les questions-réponses. Merci Régis, merci d'avoir tenu le timing déjà, parce qu'il y a beaucoup d'éléments à transmettre et réussi à le faire dans le temps imparti. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ça peut faire l'objet d'un webinaire, toute cette partie dimensionnement électrique. Ce qu'on voulait vous montrer, voilà, c'est que via nos confrères d'ETAP ou d'Alpi, on est capable de vous accompagner sur du dimensionnement, soit sur la partie basse tension traditionnelle, mais aussi avec toutes les spécificités de la partie photovoltaïque et notamment tout ce qui est courant continu et la partie véhicule électrique. Donc, on a développé des modules sur la partie droite, vous voyez, à travers Caneco BT. En fait, c'est que vous continuez le dimensionnement avec le logiciel que vous avez l'habitude d'utiliser. Et sur la partie de gauche, donc, vous avez la possibilité de dimensionner complètement une installation photovoltaïque, généralement dédiée sur des grosses fermes avec des grosses puissances, où ça vous permet d'être capable de modéliser l'installation, de l'analyser, d'étudier l'impact qu'elle peut avoir sur le réseau. Voilà juste le message que je voulais vous faire passer sur cette partie dimensionnement. Maintenant, après avoir vu la partie IRVE, donc gros consommateur intermittent, selon l'usage qu'il en est fait. La partie photovoltaïque, où pareil, la production dépendra de la météo et de l'heure de la journée. Benoît va vous expliquer comment en tant que, alors le terme c'est prosumeur, mais en français on dit prosommateur, producteur-consommateur, comment arriver à piloter tout ça et à optimiser ces flux d'énergie plutôt de manière économique. Benoît, je te laisse la main.
Merci beaucoup. Donc Benoît Lavelle, business developer, Digital Power, donc qui inclut les solutions de gestion et d'efficacité énergétique. Donc, comme explicité précédemment, on retrouve trois grands types d'installations. Des installations qui sont connectées au réseau de distribution ou de transport de façon permanente et qui ont besoin d'énergie du réseau. Ensuite, on retrouve des installations qui, elles, ont la capacité d'être déconnectées du réseau. Donc ça, typiquement, c'est en cas de pic de consommation. Typiquement, ça peut être un signal éco-watt, etc., ou une tension sur le réseau. Aussi parce que peut-être le coût d'énergie est trop important. Le site se déconnecte du réseau. Donc ça peut être un bâtiment tertiaire, enfin, peu importe. Et ensuite, il y a des installations, donc là, c'est moins courant, qui sont complètement isolées. Donc ça, typiquement, ça peut être des zones assez éloignées, difficiles d'accès pour le réseau, et donc des sites îlotés. Et qu'est-ce qu'on appelle un microgrid? Donc c'est un système énergétique d'interconnexion entre à la fois des sources de production, du stockage et ensuite des charges que l'on peut piloter pour optimiser sa consommation électrique. Donc voilà ce qu'on appelle un microgrid. Donc c'est un ensemble à la fois de sources de production, donc soit locales ou réseau, de stockage et ensuite des charges qui peuvent être des systèmes de chaleur, enfin des moteurs, enfin peu importe, ou des bornes, même des bornes de recharge de véhicules électriques. Donc, quand on regarde un peu les besoins aujourd'hui de microgrid, ce qui était un besoin identifié comme 4, aujourd'hui, c'est vraiment ce qui apparaît le plus souvent vis-à-vis avec nos clients, c'est la lutte pour l'accès à l'énergie. Comme expliqué tout à l'heure par Arnaud, le besoin en consommation électrique augmente de façon très importante. Et en fait, les postes sources Enedis sont saturés. Donc, pour pouvoir déployer ces nouveaux besoins en consommation électrique, on a besoin de déployer en local de la production photovoltaïque ou éolienne, enfin peu importe. Et donc, typiquement, ça, c'est ce qu'on voit sur les ports. Les ports, il y a une loi qui est passée qui interdit aux navires de croisière de faire tourner leur diesel lorsqu'ils sont à quai. Donc maintenant, ils devront être alimentés en 60 Hz donc par le port. Et donc, il y a un besoin très important d'énergie pour compenser cette consommation qui initialement était diesel par les navires, par le réseau. Donc, et pareil, donc on a pris l'exemple des ports, mais on aurait pu prendre aussi l'exemple des aéroports et des avions. Donc les avions, quand ils sont au contact, ils tournaient avec un APU, c'est un réacteur de queue qui synthétisait, qui générait le 400 Hz plus le chaud-froid de l'avion. Donc aujourd'hui, ça, les lois interdisent donc de consommer du kérosène et donc de faire tourner ces APU. Et donc, ça sera la responsabilité des aéroports de fournir l'alimentation aussi bien pour le 400 Hz de l'avion ou son chaud-froid. Donc voilà. Donc vraiment aujourd'hui, le microgrid, c'est le besoin principal que l'on voit chez nos clients, c'est la lutte pour l'accès à l'énergie. Ensuite, bon après, il ne faut pas non plus se leurrer, c'est optimiser les dépenses énergétiques. Le coût de l'énergie augmente et donc ça permet d'apporter en taux sur son autoconsommation
Donc un coût de l'énergie qui est fixe et qui est maîtrisé suite à ses investissements et enfin ses capex et opex, mais en tout cas qui sont fixes et que l'on maîtrise, et ainsi on s'affranchit des augmentations de l'énergie. Ensuite, évidemment, il y a la volonté de l'économie et donc des clients de décarboner sa consommation électrique et donc de réduire ses émissions de CO2. Et ça permet d'apporter une énergie verte à sa consommation. Et ensuite, ça permet aussi avec du stockage, peut-être avec etc., de s'affranchir des, je dirais euh, des impacts météorologiques, des coupures et des fluctuations du réseau. Donc vraiment, le microgrid, il faut voir ça comme une étude de retour sur investissement comparé à un nouveau poste de livraison. Dans le cas des ports, typiquement, le port est allé voir Enedis, a demandé un nouveau poste de livraison. Là, aujourd'hui, c'est 4 à 5 ans pour avoir un nouveau poste de livraison. Pareil, un transformateur aujourd'hui, HTB, HTA, c'est minimum un an de délai plus les coûts. Donc l'objectif d'un microgrid, c'est de mettre en place une solution qui va permettre de minimiser, je vais dire, et ces impacts sur de nouveaux équipements primaires et de optimiser sa consommation électrique. Donc, si on essaie de replacer ces différents cas d'usage d'utilisation d'un microgrid, on retrouve, comme on a vu précédemment, l'arbitrage économique. Donc ça, typiquement, c'est déplacer ses consommations, essayer de décréter ses pointes et d'utiliser au maximum ces unités de production locales, donc du renouvelable. Ensuite, c'est la participation aux services auxiliaires. Donc ça, aujourd'hui, RTE ou Enedis rémunèrent la participation d'installation au mécanisme de régulation de tension et de fréquence. Donc ça, en gros, vous installez des batteries chez votre client. Le client, ensuite, il va venir aux consignes RTE ou Enedis décharger des batteries et participer à plus ou moins U et plus ou moins F à travers les puissances actives et réactives. Donc, ça, c'est vraiment un autre cas d'exemple de microgrid sur lequel vous êtes rémunéré par Enedis ou RTE et donc de participation à la stabilité du réseau. Ensuite, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment ajouter de la production locale afin de faire face à la demande croissante d'électricité, sachant qu'Enedis, aujourd'hui, les postes sources sont tout simplement saturés. Ensuite, maximiser la consommation électrique, on l'a vu précédemment. Et ensuite, pouvoir s'affranchir des coupures d'électricité, des fluctuations du réseau avec du stockage, avec des batteries. Et ensuite, bien sûr, forcément, réduire les émissions de CO2 en consommant des énergies locales qui, elles, sont entièrement décarbonées. Donc voilà, donc on retrouve un peu les différents cas d'utilisation du microgrid et qu'est-ce que peut apporter un microgrid. Donc, les clients sur lesquels on déploie de telles solutions, alors sont vraiment très très variés. Ça commence forcément d'hôtels, de bâtiments commerciaux, des supermarchés, etc., des bâtiments tertiaires. Ensuite, forcément, suite aux différentes lois expliqué précédemment, forcément les hôpitaux, puisque eux, ils ont aujourd'hui des installations de parking avec du photovoltaïque qu'il faut intégrer. Ensuite, forcément, aussi des anciennes installations d'oil and gas qui essaient de remplacer leurs générateurs par des productions, je dirais, décarbonées. Les data centers aussi, sur lesquels on déployait beaucoup jusqu'à maintenant de générateurs en backup, et donc progressivement on remplace les générateurs des data centers par des systèmes de stockage batterie.
Ensuite, au niveau donc ça, on parlait des producteurs et consommateurs. Et ensuite, vous avez au terme de communautés, alors là, des éco-districts ou aussi ZAC, des zones qui mêlent à la fois des commerces, des zones, des bâtiments hospitaliers, des écoles, des piscines, etc. Et donc, c'est la création euh, d'une solution d'équilibrage de charge, d'optimisation des consommations électriques au niveau d'une zone d'habitation. Donc ça aussi, c'est ce qu'ils appellent, alors dans les termes un peu anglais, c'est ce qu'ils appellent les smart cities. Donc c'est les villes connectées et décarbonées. Donc ça, voilà, et on retrouve ensuite les ports, les aéroports, et ensuite, il faut pas non plus négliger. Donc ça, on a aussi des opportunités, des projets en Afrique, etc., pour permettre d'électrifier des zones rurales difficiles d'accès. Et donc là, on propose des solutions à base on peut proposer des solutions à base de panneaux photovoltaïques avec du stockage pour pallier ce qu'on disait tout à l'heure, pallier aux problématiques de stabilité réseau et de réseaux qui sont pas toujours très fiables. Donc voilà un peu les clients chez lesquels on déploie de telles solutions. Donc des clients très variés qui vont aussi bien du tertiaire à des très gros clients pétroliers, pétrochimiques, et ensuite des clients tels que les ports, les aéroports, et ensuite des cités, des villes. Donc là, il y a un appel d'offres sur la ZAC Méridia à Nice pour déployer une solution d'optimisation des consommations électriques au niveau d'un éco-district, d'un éco-quartier. Donc voilà, donc bien sûr, dans ces éco-quartiers, il y aura aussi forcément la gestion des bornes des bornes de recharge. Donc nos solutions, en fait, elles sont divisées en trois segments. Donc dans tous les cas, ce qui est le plus important, vraiment la base, c'est d'avoir des équipements euh, connectés. Donc que ce soit aussi bien les TGBT, de bien déployer les centrales de mesure, alors aussi bien sur les arrivées HTA que au niveau des tableaux de distribution basse tension, etc., sur les charges, etc., de bien avoir toutes les centrales de mesure. Alors, ça peut être des PM, ça peut être des ION, ça peut vraiment la plage est vaste, mais de bien déployer des solutions de comptage. Ensuite, si la solution est retenue, pareil, il y a un système de stockage de l'énergie. Donc ça, c'est un système de batterie pour pouvoir stocker du batterie. Donc chez Schneider Electric, on a un département qui peut vous aider à dimensionner justement les besoins en photovoltaïque, enfin disons en source locale, et aussi à dimensionner le besoin du site en termes de stockage. Donc ça, en fait, il faut les courbes de consommation sur 24 heures, ensuite un peu des courbes de consommation sur l'année. Et ensuite, grâce à ça, on est capable de vous assister pour définir les besoins en termes de production et de stockage. Et ensuite, donc là, c'est sur les très, très gros sites. Bah là, c'est pareil, et avec toujours pareil, vraiment les équipements connectés et remonter toutes les consommations, les charges, etc. Ensuite, au niveau de la solution qui va venir, je dirais, faire les choix. Donc, si par exemple le client, son choix principal, c'est de maximiser son autoconsommation et donc de maximiser sa consommation d'énergie décarbonée, ou si le client, il a une pure approche financière. C'est-à-dire que lui, son objectif, c'est d'aller chercher l'énergie là où elle est la moins chère. Donc, typiquement, ça, c'est des choix
du client que l'on déploie au niveau d'une solution de contrôle qui s'appelle EcoStruxure Microgrid Operation. Donc ça, c'est une solution qui est basée sur le site du client. C'est pas dans le cloud. C'est une solution qui est chez le client et c'est elle qui va permettre de définir les automatismes de choix basés sur les cas d'usage définis par le client. Et ensuite, il y a une solution, alors là, qui par contre est dans le cloud, qui est EcoStruxure Microgrid Advisor. Pourquoi elle est dans le cloud? Parce qu'elle, en fait, elle va être connectée au service de prévision météorologique, au service de prix de l'énergie. Donc ça, c'est vraiment une solution qui est connectée et qui est dans le cloud et qui permet de définir, par exemple, de savoir quelle sera la production, excusez-moi, de photovoltaïque demain sur le site et grâce à ça, de prendre les décisions pour le lendemain ou jour N+2, N+3, etc. Et donc ça, c'est vraiment la solution pour tout ce qui est ensoleillement, prévision météorologique et ensuite qui est couplé à la plateforme du coût de l'énergie. Et donc, la différence entre l'EMO-M, donc pour les sites moyens jusqu'à 1 MW et pour les gros sites, c'est qu'en fait, EMO-M, elle contient elle est déjà préconfigurée, prépackagée, elle est déjà, je dirais, tout est préconfiguré, et en fait, elle contient une librairie d'onduleurs, une librairie de bornes de recharge, etc., qui est fixe. Donc, c'est beaucoup plus facile à déployer. Et ça, c'est une solution qui peut être déployée à travers nos éco-experts, nos partenaires. Alors que pour l'EMO, pour les gros sites de base automate PC, là, c'est complètement ouvert. On peut même intégrer des bornes aujourd'hui qui n'ont pas encore été intégrées, des onduleurs pareil, etc. Et vous pouvez avoir une solution qui est beaucoup plus qui est intégralement ouverte. C'est-à-dire que là, on a tout le champ des possibles à intégrer. Et ensuite, pour les très gros sites, donc là, c'est une solution EPAS, EcoStruxure Power Automation System. Donc là, c'est de la reconf de boucles, c'est des sujets beaucoup plus gros et beaucoup plus importants. Donc, si on résume les solutions, donc en bleu, on retrouve ce qui est la responsabilité de l'EMO, donc porté en local. Donc, ça va vous porter l'équilibrage de charge, le délestage. Par exemple, si vous autorisez des charges à être délestées parce que vous avez pour minimiser au maximum l'import du grid. Donc là, c'est sous forme d'un automate qu'on va déployer dans les tableaux. Et grâce à l'automate, on vient délester les charges. Si les charges sont communicantes, c'est encore plus simple, on fait par réseau. Mais si la charge n'est pas communicante, on fait à travers un automate. Ensuite, on a des séquences de redémarrage, forcément. Une fois qu'on a coupé, il faut redémarrer les charges. Et ensuite, le MO, il peut être aussi en charge des changements de groupe de réglage. Puisque forcément, si on est sur PV ou si on est sur générateur, c'est pas du tout les mêmes groupes, les mêmes réglages des protections. Les courants de court-circuit sont complètement différents. Donc, la responsabilité de l'EMO, c'est vraiment tout ce qui est en local, le délestage, le relestage, l'équilibrage de charge, la gestion des groupes de réglage des protections, suivant les courants de court-circuit qui ont été définis précédemment. Voilà. Et ensuite, vous avez l'EMA. Alors là, l'EMA, c'est tout ce qui est la gestion de l'autoconsommation, l'optimisation à partir des prévisions météorologiques et aussi du coût de l'énergie avec le couplage. Et c'est aussi ça, forcément, qui va définir si le bâtiment est capable de siloter, donc de se couper du réseau ou non, à partir des données qu'on a vues de prévision de la production photovoltaïque ou principalement photovoltaïque. Ouais. Donc voilà. Donc l'EMA, si on résume, vraiment une solution qui est dédiée connexion au service de météo, du coût de l'énergie, ou alors qui peut s'interfacer typiquement sur le port, il va s'interfacer avec la capitainerie du port. Pourquoi? Parce que à travers la capitainerie du port, on va être capable de récupérer la liste des navires qui vont arriver demain, après-demain, etc. Et comme on a l'enveloppe de charge de ces navires,
on va être capable d'optimiser cette connexion de ces navires sur le grid pour ne pas tirer sur les groupes diesel des navires. Donc voilà, donc vraiment le MA, tout ce qui est connexion au service météorologique. Et ensuite, donc le MA, ça voilà, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Et ensuite, le MA, voilà, donc on vous fera suivre les slides, vous les aurez, et juste résumer ce qu'on vient de voir. Et donc voilà un exemple de solution que l'on peut créer pour les clients et qu'on propose aujourd'hui chez nos clients. Donc forcément, vous avez exactement ce qu'on voyait tout à l'heure, une centrale de mesure. Alors soit ça peut être un ION ou un PM, enfin peu importe sur l'utilité. Donc ça, c'est l'arrivée, typiquement l'arrivée Enedis qui va faire. Ensuite, vous allez avoir un metteur sur le photovoltaïque. Ensuite, par exemple, les hôpitaux, il y aura toujours aussi un groupe diesel générateur avec son contrôleur générateur. Ensuite, vous allez avoir du stockage. Ensuite, avec forcément son contrôleur de batterie. Et ensuite, à travers, que vous avez proposé tout à l'heure Arnaud, le LMS, donc ça c'est la solution de gestion de l'énergie, de la recharge de batterie. Donc ça, et en fait, vous venez avec la solution EMA et EMO, vous venez optimiser la recharge des véhicules électriques, typiquement quand c'est le pic entre midi et 14 heures, ou alors vous pouvez donner des règles en disant, par exemple, je sais pas, on autorise jusqu'à 50% des recharges des véhicules pour qu'ils puissent rentrer de l'hôpital jusqu'à chez eux, etc. Ensuite, vous pouvez venir délester des charges spéciales. Et ensuite, très important, une interface avec le BMS, donc pour gérer tout ce qui est les systèmes de chaud-froid. Donc ça, typiquement, chez Schneider Electric, la solution, c'est EcoStruxure Building Operation. Donc ça, EMA et EMO ont une intégration directe avec le BMS de Schneider, par exemple, pour passer des consignes peut-être de réduire le chauffage de 1 degré ou au contraire d'augmenter la ventilation, etc., pour optimiser l'efficacité énergétique des bâtiments. Et ensuite, Benoît, grosse recharge. 20-30 secondes là. C'était le dernier slide, donc c'était là-dessus que je voulais conclure. Voilà, et après une interface web pour donner vos consignes, si vous préférez donner la priorité à l'optimisation économique ou environnementale, savoir quels sont vos objectifs, et ensuite définir ce qu'on vient de définir pour les différents cas d'usage. Merci. Très, très intéressant, très pertinent par rapport aux deux sujets qu'on a évoqués juste avant. Ça permet effectivement soit de faire fonctionner l'installation quand il nous manque de la puissance, ou de faire tout simplement une optimisation économique si on veut maximiser son autoconsommation. Alors, il y a eu beaucoup de questions dans le chat. On a essayé de répondre au fur et à mesure. On peut peut-être en reprendre juste une ou deux avant de clore ce webinaire. Je ne sais pas, Régis, tu veux reprendre la parole? Ouais, alors je vais reprendre à l'envers. Donc la norme, c'est bien la K712, j'y ai répondu. Hop. Ensuite, il y avait des questions sur les protections de découplage, donc des questions qu'on retrouve assez souvent. Hop. Alors la référence des TC utilisée en HTA pour faire la zéro injection, donc si c'est un disjoncteur de type SM6, ce sera, et sur une base installée existante, ce sera des TC Magrini Galileo, qui est une filiale Schneider, des TC de type ARM3N2F. Si c'est du matériel RM6, c'est un troisième jeu de TC qu'on vient mettre, en fait, qui est dédié pour ça. Donc la référence des TC, ça dépend du calibre déjà. Et par contre, ce sont des pièces qu'on a à disposition et qui peuvent être mises en œuvre par nos équipes de service. Donc ensuite, pour un découplage en liaison filaire, quelle est la longueur maximale pour respecter les 200 millisecondes de déclenchement? Alors, les temps de réaction, ce ne sont pas ceux de la 1300, ce sont ceux de la 15400 et donc du guide Enedis qui les reprend. C'est 100 millisecondes en HTA et 500 millisecondes en BT avec un temps de réaction de 30 millisecondes d'un relais. Aujourd'hui, tout ce qu'on a pu faire avec du filaire, on n'a jamais été en BT et on est monté au-delà du kilomètre. Sachant que si on fait une analogie avec les réseaux ferroviaires, sur des réseaux ferroviaires, que ce soit métro, tramway, on transmet les installations en filaire, ça se passe bien sur des grandes longueurs. Par contre, il faut souvent relayer et passer par une logique à manque.
C'est d'ailleurs le sens d'Enedis. On a un site pénitentiaire avec 8 bâtiments avec un PDL et un poste de transfo privé sur les 8 bâtiments. OK. Il y a 3 bâtiments avec PV 100 mètres carrés chacun. Quel sera le type de découplage? Donc le type de protection, ce sera une protection externe si vous êtes supérieur ou égal à 250 kVA. Et vous pourrez faire plusieurs points de découplage en fait vers chaque TGBT d'injection ou vers l'architecture que vous aurez créée. Donc le type de protection, c'est Enedis qui le détermine suivant le logigramme que je vous ai montré. Et ensuite, c'est vous qui pouvez derrière déterminer exactement l'architecture de découplage. Ok, donc ensuite c'est de l'IRVE. Quelles sont vos préconisations pour le photovoltaïque raccordé chez un client disposant d'un régime de neutre IT? Bah, il n'y a pas de risque particulier. La seule chose qu'il faut bien voir en IT, c'est que si les onduleurs ne sont pas conçus avec des transfos d'isolement, on peut se retrouver en fait avec des tensions capacitives qui sont issues de la constitution des panneaux solaires qui font des cadres en fait entre une tension continue et le support qui est la masse, avec des courants de circulation. Donc l'IT est peu adapté au final. On peut se retrouver avec des problématiques par conception. Sur des installations de production pures, on impose quasiment le TN. Enfin, c'est le schéma le plus simple. Donc aujourd'hui, en IT, pour moi, il n'y a pas de problématique à ma connaissance au niveau des contrôleurs permanents d'isolement. Est-ce qu'il y a des restrictions en cours pour développement, pour la production annexe? Ok. Donc les restrictions, de toute façon, si vous voulez exporter dans le réseau du distributeur, vous pouvez vous retrouver avec des limitations dans lesquelles le distributeur vous dira je ne suis pas capable de prendre plus de telle puissance. Donc pour ça, soit on fait du zéro injection, soit on dimensionne en conséquence. Une chose qui est sûre, c'est que par rapport aux excès de production solaire, quelque chose qu'il faut bien maîtriser, c'est la tension et le plan de tension chez le client en interne. Donc pour ça, on préconise de faire une étude quand vous avez des puissances assez importantes pour regarder en fonction de tous les points de la journée de fonctionnement et de la consommation, si à un moment on ne va pas faire trop monter la tension en basse tension. Donc combien de points de raccordement peuvent être gérés par le relais de protection de découplage? Je suppose exemple d'un client qui dispose d'un point de livraison de plusieurs points de raccordement supérieurs à 250 kVA. Et ben en fait, c'est pas compliqué parce que le relais de protection de découplage, il vient attaquer ce qu'on appelle un relais auxiliaire, typiquement des relais type CAD. Et ces relais, ils ont un temps de réponse de 30 millisecondes. Donc, on peut mettre autant de relais qu'on veut en parallèle. Donc, globalement, on n'a pas de limite de points de découplage. Ce qu'il faut bien voir, par contre, c'est qu'à chaque fois qu'on a un point de découplage, il faut reporter la position au point de livraison pour que les agents Enedis puissent en mesurer le temps d'ouverture. Donc, c'est pour ça que ça va appeler une autre question. Il faut vraiment, avant de lancer la conception, avoir un échange avec le gestionnaire du réseau public de distribution ou de transport pour faire valider les architectures. Donc, dans le cas où la puissance de production installée est inférieure à 250 kVA, autoconsommation avec vente du surplus, mais si tu as un profil de consommation supérieur, y a-t-il des particularités? Non, il n'y en a pas. Enfin, il n'y a pas d'obligation globalement si vous êtes inférieur à 250 kVA, toute production confondue, c'est-à-dire PV et haute production qui existerait sur le site. Il n'y a pas de particularité spécifique, sauf celle de bien faire attention à la montée en tension, mais sur 250 kVA, normalement, ça ne pose pas de souci. Le GRPD, en fonction des zones géographiques et de la qualité du réseau, peut-il imposer une protection de découplage? Ben non, enfin, c'est le référentiel que je vous ai donné. Dès qu'on passe la barre des 250 kVA, on met une protection externe. Dès qu'on est inférieur, c'est la protection des onduleurs. Voilà. Et il y a des petites particularités en insulaire pour ceux qui travaillent avec EDF, système d'énergie insulaire, ou d'autres GRD sur lesquels les protections sont un peu particulières. Quand est-ce qu'il faut faire la déclaration? Avant ou après l'installation? Ben, avant au niveau de la conception. Voilà, Arnaud, je te laisse la main pour les questions. C'est pour toi le reste. Une ou deux dernières questions. On a atteint le temps, Arnaud. Ou pas. Bon, j'ai remis le son. Alors, je ne sais pas quelle question ou quelle réponse vous souhaitez. Une dernière, tu voulais préciser, pour préciser par rapport à ce que tu as écrit peut-être. J'ai répondu sur les dernières, donc j'avais vu que les dernières, il y avait une question par rapport au V2G ou V2X, donc qui correspond à la réglementation ISO 1518. Donc effectivement, nos bornes sont ISO 1518 ready, donc c'est-à-dire qu'elles embarquent déjà la fonctionnalité ISO 1518 et que l'année prochaine,
il y aura une carte ISO 1518 qui viendra s'intégrer dans la borne et pour répondre tout simplement à ces trois paramètres qui sont définis dans la ISO 1518, qui sont le plug and charge, le smart charging et le V2X, donc soit le véhicule to grid, le véhicule to building, véhicule to home, et donc la mise à jour se fera en automatique. Donc j'avais vu ça comme question, et après j'avais vu une question à laquelle aussi j'avais répondu, c'était par rapport au kiosque de paiement. Je ne sais pas si j'avais répondu à la question, enfin si ma réponse correspondait aux attentes. Effectivement, le kiosque de paiement aujourd'hui avec le lecteur de TPE, on le fabrique, hein. Il est fabriqué sur notre site à Grenoble et il sera commercialisé donc sur l'année prochaine et référencé sur l'année prochaine. Là, pour le moment, si vous voulez les commander, il faut adresser une commande directement chez Schneider Electric au service e-mobility. Il y a un référencement qui est prévu sur courant 2024. Donc, on en fabrique déjà pour des clients qui nous le demandent. Deux questions supplémentaires, Arnaud, dans le chat par rapport à tes réponses. Alors, attends, lesquelles? Donc, tu avais même sur les bornes AC, V2G, et ensuite, par rapport à ta réponse sur notre solution EV Advisor, où tu disais qu'elle a été faite pour monétiser, Thibaut demande, concernant cette réponse, ne faut-il pas un CPO pour monétiser? Non, en fait, les CPO aujourd'hui vont acheter des logiciels sur ce qu'on appelle des marketplaces, donc des places de marché où il y a des éditeurs et des fournisseurs de logiciels. Et nous, tout simplement, le logiciel EV Advisor, on le fournit également à des opérateurs de mobilité, donc à des CPO. Et le logiciel qu'on va fournir à un CPO est exactement le même logiciel qui embarque les mêmes fonctionnalités, donc, et notamment la spécificité tarifaire qu'on va mettre à disposition auprès d'un client final. Si ce n'est que la différence, c'est que quand le client final doit passer par un opérateur de mobilité, eh ben, il y a toujours plusieurs cas qui arrivent, hein. Le premier cas, c'est que le client final est obligé de souscrire un abonnement. En général, c'est pour une durée de, on va dire, à peu près 1 à 3 ans. Et derrière, il y a des frais d'abonnement mensuels et des frais qui sont liés à chaque transaction financière. Et le fait d'aller proposer notre solution EV Advisor chez ce client final va lui permettre de s'affranchir de tout un tas de frais et surtout de pouvoir superviser lui-même son infrastructure. Et donc, par exemple, de modifier sa politique tarifaire, par exemple, en fonction de la saisonnalité, en fonction de différentes implantations de bornes de recharge, etc. Donc non, il n'y a pas d'obligation, de passer par un CPO. Disons qu'en passant par un CPO, en clair, vous sous-traitez la prestation et c'est un confort en termes d'utilisation. Vous payez une prestation tierce pour opérer votre infrastructure. Très bien. On arrive au terme de ce webinaire. Merci pour les orateurs pour avoir fait le tour de ces sujets d'actualité. Merci aux participants d'être restés jusqu'au bout un vendredi après-midi. Vous avez vu, on a fait 2 enquêtes dans le chat. Un pour savoir si ce créneau justement du vendredi après-midi vous convenait ou si vous en préférez un autre. Et ce que vous voyez affiché à l'écran, là, si vous avez d'autres sujets en tête qui vous intéressent pour les prochains webinaires, n'hésitez pas à le compléter, on en prendra évidemment compte. Merci beaucoup, bon week-end à tout le monde et à très bientôt. Merci, bon week-end.